une présentation de Hélène Guillemette, Marie-Christine Morin, Annette Boudreau, intitulée Passeport, une nouvelle initiative de microfinancement misant sur les arts, la culture et le patrimoine comme vecteur d'identité et de sécurité linguistique et culturelle. Hélène Guillemette est gestionnaire du projet Passeport à la Fédération culturelle canadienne-française. Marie-Christine Morin est directrice de la Fédération culturelle canadienne-française. Annette Boudreau, sociolinguiste, est professeure titulaire au département d'études françaises de l'Université de Moncton. Elle a été co-directrice du Centre de recherche en linguistique appliquée de l'Université. Hélène, Marie-Christine, Annette, la parole est à vous. Bonjour, ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui avec mes deux collègues Hélène Guillemette et puis la professeure émérite Madame Annette Boudreau. Donc, le programme Passeport a fait voyager la culture francophone à travers le Canada et en majeure partie, évidemment, étant donné le contexte dans lequel on est au cours de la dernière année, surtout sous forme virtuelle. Alors, il a fait découvrir et rayonner la culture francophone partout. Alors, quelques mots sur le programme. Le programme Passeport est un programme de micro-subvention qui a été entièrement designé, mis sur pied, lancé en 2019 par la Fédération culturelle canadienne-française grâce à l'appui financier d'un partenaire précieux, Patrimoine canadien. Alors, ce programme s'adresse aux élèves des écoles de langue française en situation minoritaire de la maternelle à la 12e année. Le programme permet à chaque école francophone hors Québec de recevoir une activité artistique, culturelle ou patrimoniale offerte par un organisme sans but lucratif. Alors, on vise 723 écoles qui sont visées par le programme. On est rendu à 740 maintenant avec le nombre d'écoles qui augmente. 170 000 élèves qui fréquentent ces écoles et la micro-subvention est de l'ordre de 1 500 $ par école par année et les micro-subventions sont versées aux organismes sans but lucratif participants. Alors, au cours de la dernière année, le succès de ce programme a été retentissant et l'impact absolument extraordinaire dans nos milieux. Alors, voici les résultats pour l'année qui vient tout juste de se terminer, alors 2021. Alors, 664 écoles rejointes sur les 740 visées, donc un pourcentage de participation de 90 % des écoles francophones hors Québec. 107 000 élèves ont été exposés par les activités. 120 organismes ont livré ces activités-là dans les écoles et un peu plus d'1 million là, qui a été versé en micro-subventions au cours de la dernière année. Puis évidemment, je dirais des relations entre les milieux scolaires et les milieux communautaires qui ont été renforcés aussi à travers ces activités. Alors, les objectifs de ce programme, de façon assez sommaire, donc évidemment renforcer le sentiment d'appartenance chez les élèves à la culture francophone, accroître l'offre active d'activités culturelles, artistiques et patrimoniales, multiplier les collaborations entre les groupes communautaires et les écoles, donc rapprocher le milieu artistique, culturel avec le milieu de l'éducation, pour finalement élargir l'espace francophone où les élèves peuvent s'épanouir. Puis ultimement, je dirais, agir sur la construction identitaire en français des élèves. Alors, sans plus tarder, je cède la parole à Madame Annette Boudreau, qui est professeure émérite de sociolinguistique à l'Université de Moncton, qui va vous présenter le cadre d'évaluation du programme Passeport. Alors, ce cadre-là a été développé sur mesure pour cette initiative. Les conceptrices, concepteurs de ce cadre sont les suivants parce qu'on a créé un groupe chargé, un comité d'experts chargé de développer le cadre. Alors, il s'agit de Comia Azabia, Madame Boudreau, évidemment, Anne Brochu-Lambert, Sharon Janot, Karen Hamilton, Michel Leblanc, Émile Maheu, Mireille McLaughlin, Isabelle Monin, Marie Suzard-Morin, Eugénie Tessier et Marie-Ève Laramie-Grouvreau, qui ont mis leur cerveau en communauté pour élaborer le cadre. Et la mise en œuvre de ce cadre-là d'évaluation est faite par Madame Boudreau,
Mireille McLaughlin, Isabelle Monin, Lina Lamontagne-Dupuis et Hélène Guillemette, qui est gestionnaire au programme à la Fédération culturelle. Alors voilà, je cède la parole à Madame Boudreau. Merci Marie-Christine. Moi, je vais un peu vous présenter les concepts et les recherches qui ont été à la base de la mise en place de ce cadre d'évaluation. On a essayé de voir un peu quel était l'état des lieux. Alors, avant de commencer, je veux dire quelques mots sur la socialisation. On sait que l'acquisition et le maintien d'une langue est fortement lié à la socialisation de l'individu dans un groupe donné, où ce dernier apprend à communiquer avec les membres de ce groupe en ajustant ses pratiques linguistiques et sociales de façon consciente ou inconsciente pour en faire partie. Donc, la vitalité ethno-linguistique est tributaire de la socialisation langagière. Où se passe cette socialisation ou l'acquisition d'une certaine forme de socialisation qui permet d'entrer en contact avec le plus grand nombre de personnes possible? C'est surtout la famille et l'école. Et ici, je vais insister sur l'école parce que, justement, c'est à l'école que l'on trouve ces subventions passeport. Alors, en milieu minoritaire francophone au Canada, on sait que la présence des deux langues officielles sur le même territoire, les deux langues officielles, je ne parle pas des langues autochtones pour l'instant, n'est pas indifférente à la façon dont une personne construit son rapport au français. Donc, les représentations entretenues à l'égard du français exercent une incidence sur les pratiques linguistiques, sur le fait, par exemple, de choisir de s'exprimer dans une langue plutôt qu'une autre, ou encore de s'exprimer dans tel ou tel registre du français selon les situations. Or, les représentations linguistiques sont fortement nourries par les activités artistiques et culturelles, donc là je reviens à passeport, présentes dans un milieu donné. Par exemple, les artistes francophones qui choisissent de s'exprimer, de chanter ou d'écrire en français, ou encore qui vont puiser à même les différentes ressources de leur répertoire linguistique, le français régional par exemple, vont sans doute exercer une influence sur les membres de leur communauté, que celles-ci soient conscientes ou non. Si les élèves entendent un texte en français ou de surcroît un texte dans un français marqué par les expressions de leur région, l'événement va possiblement agir sur leur pratique et leur représentation langagière. Les élèves pourront aussi constater que le français peut nommer les choses de leur quotidien et que le français de leur région est légitime ou peut être légitime, une avancée importante quand on sait que le français parlé au Canada, d'une façon générale, a été longtemps stigmatisé. Et je fais ici allusion aux travaux de Bouchard en 98 et en 2011. Ce qui n'a pas toujours incité les gens à parler, surtout en milieu minoritaire, où les locuteurs et les locutrices sont bilingues et peuvent facilement passer à l'anglais s'ils se sentent trop insécures dans leur langue. Alors, pourquoi l'école? Ça, c'est l'élément très, très important ici. C'est que les écoles constituent le passage obligé de tous les enfants du pays et constituent donc des lieux privilégiés pour la tenue d'activités culturelles qui atteignent un grand nombre de personnes, les élèves, le personnel enseignant et administratif. C'est aussi un espace de socialisation où les jeunes développent des compétences diverses et où l'éveil aux arts, aux artistes et au patrimoine font partie d'une ouverture au monde et du monde francophone en particulier. Donc, le programme Passeport permet d'exposer les jeunes à la culture francophone sous toutes ses coutures et dans toute sa diversité. Alors, dans sa thèse de doctorat soutenue en 2012 sur le rôle de passeur culturel dans le contexte des écoles francophones du Nouveau-Brunswick, rôle que l'on peut étendre à toutes les écoles francophones en milieu minoritaire, Monique Richard montre, et je cite, la nécessité de mettre en pratique des modalités d'accompagnement du personnel enseignant afin qu'il puisse intégrer une approche culturelle de l'enseignement. Et elle développe le concept de passeur culturel et dans ses textes, elle aborde aussi la dimension de l'analyse réflexive, j'y reviendrai, à travers les activités artistiques.
en offrant un accès, parce que ce n'est pas tout le monde qui a accès aux activités culturelles et artistiques, Passeport permet aux élèves de réfléchir à leur identité, étant donné qu'ils se frottent aux différentes manifestations de la culture francophone, souvent méconnues d'un grand nombre d'élèves, davantage exposés à la culture dominante qu'à la leur, activité qui joue un rôle clé dans la vitalité ethnolinguistique. Et ce qui est intéressant dans l'espace canadien, c'est que justement, la culture francophone est plurielle. Elle est composée, entre autres, d'Autochtones qui parlent le français, d'immigrants et d'immigrants dont la langue maternelle n'est pas le français, mais qui le parlent, les ayants droit aussi, les francophones d'Europe qui arrivent, les francophones de l'Afrique, du Maghreb, les francophones des Antilles. En fait, il y a toute une diversité culturelle qui est là pour que les artistes et les enseignants puissent vraiment provoquer ou, comment je pourrais dire, entamer des discussions sur ce que ça veut dire que de parler français de différentes façons dans les différents espaces qui composent l'ensemble canadien minoritaire francophone. Aussi, c'est souvent à l'école que les élèves acquièrent un capital culturel. Pierre Bourdieu a montré que le capital culturel agit comme un capital économique et procure des biens, des profits matériels et symboliques à ses détentrices et à ses détenteurs. Donc, sur le plan linguistique, le sociologue compare, par exemple, l'acquisition de la langue légitime, que l'on la nomme la langue standard, la langue de référence, la langue requise dans certaines situations de communication. Il compare donc l'acquisition de cette langue-là, qui se fait souvent par l'école, à une espèce de bien, un bien économique qui s'échange sur le marché des activités sociales. Par exemple, une personne qui aura acquis ce français-là pourra peut-être obtenir un emploi plus facilement que quelqu'un qui, par exemple, ne parle que le français régional. On pourrait y revenir. Mais, quoi qu'il en soit, Bourdieu a montré avec son collègue Passeron, Jean-Claude Passeron, que l'accès aux ressources dans les écoles permet de réduire les inégalités sociales, c'est-à-dire qu'elles donnent ou elles permettent l'acquisition de ce capital à tous les élèves, peu importe le degré du capital culturel dans les familles, par exemple. Et je pense souvent à l'exemple d'Albert Camus, qui m'a toujours fascinée depuis que je suis jeune, quand il raconte dans le roman Le Premier Homme que son père est mort quand il avait 1 an, que sa mère était illettrée et que finalement, c'est l'école qui lui a donné l'accès au capital culturel et linguistique qui a fait en sorte qu'il est devenu l'écrivain qu'il est devenu. Donc, dans ce sens-là, c'est un rôle de démocratisation de l'accès aux activités culturelles et artistiques que procure le programme Passeport en exposant une grande quantité d'élèves aux activités artistiques et culturelles. Et justement, je reviens à ce que j'ai déjà, disons, j'en ai donné quelques indications, l'idée du répertoire linguistique varié et de la prise en compte de la variation linguistique. On l'a dit dans l'atelier précédent, je pourrais m'étendre là-dessus, mais sur l'insécurité linguistique qui a été documentée à travers le temps, qui fait en sorte que les personnes vivant souvent en milieu minoritaire n'osent pas prendre la parole parce qu'ils ont intériorisé des représentations extrêmement négatives sur leur manière de parler. Donc, je vais très vite parce que finalement, mon temps est déjà écoulé, mais ce qu'on a voulu faire avec le programme Passeport, c'est justement permettre aux élèves, par l'entremise des artistes qui se présentent dans les écoles, de se voir, de voir quelqu'un de leur communauté et qui présente un exposé, ou de voir quelqu'un de l'ailleurs, mais qui offre une vision de cette francophonie canadienne diversifiée, de s'entendre, d'entendre justement un
un français qui est très varié et qui est l'expression d'une culture particulière. Et puis ensuite, de se dire, parce que ça peut, en entendant justement différentes façons de s'exprimer dans la langue française qui est ici que l'on veut un peu construire, si vous voulez, en lien avec l'identité, ben ça permet, peut-être que ça donne la permission à certaines personnes de se dire à l'extérieur de l'espace scolaire, et ça montre aussi un peu cette vitalité qui est rattachée à ces différents volets. J'ai dû passer sur différents éléments que l'on pourra peut-être discuter par la suite. Voilà. Merci, Annette. Je laisserai la parole aux gens qui ont des questions. Il y a une question. Donc, bonjour et merci pour ces présentations. J'ai une question assez précise concernant le projet Passeport et les subventions pour les partenaires entre organismes culturels et écoles. Je suis cofondatrice d'une OBNL, résidence d'artistes en Basse-Côte-Nord, et nous sommes situés dans le seul village exclusivement francophone de notre région, à savoir la Basse-Côte-Nord, anglophone à 80-85%. Sur votre site Web, je ne vois pas le Québec comme potentielle province récipiendaire du Fonds Passeport. Pourrait-il y avoir une exception pour notre région où nous sommes linguistiquement minoritaires? Je peux peut-être répondre. Donc, le programme vise en fait les écoles qui sont au sein des communautés linguistiques en situation minoritaire, là, telles que définies par le gouvernement fédéral. Donc, c'est pour cette raison-là que le Québec est exclu. Il y a quelque chose de similaire qui se passe, mais du côté anglophone minoritaire au Québec. Donc, une initiative qui est, je dirais, sur la même, avec les mêmes intentions, avec les mêmes objectifs, mais qui se décline de façon différente sur le terrain, étant donné que l'écosystème n'est pas tout à fait le même. Mais essentiellement, c'est ça. Donc oui, le programme ne s'adresse pas aux écoles du Québec, mais c'est certainement une très belle piste de développement que je vous encourage à continuer de véhiculer, parce que je pense qu'effectivement, dans des régions où les communautés sont reculées ou en situation, on peut appeler ça une situation minoritaire, il y a certainement des liens à faire avec une initiative comme celle-ci. Parfait. Merci. Je crois qu'il y avait Stéphane qui avait une question. Oui, merci. C'est pour Mme Boudreau. Je suis participant à votre programme. Notre centre culturel a des partenariats avec les conseils scolaires. Mais ce qui m'intéresse, c'est dans votre... vous citez Camus et c'est les conditions d'apprentissage. Je serais déjà d'abord curieux de connaître le nombre de ces des écoliers qui partageaient la même langue, pour qui ce serait peut-être une langue secondaire ou deuxième langue. Ce qui m'intéresse beaucoup dans la problématique actuelle, surtout dans notre région, parce qu'on voit que le français a basculé vers une deuxième langue majoritairement dans les écoles françaises. Donc, et comme je dirige 11 garderies, je suis assez bien placé pour voir comment ce tournant-là s'est effectué. Donc, il y a certaines garderies où c'est à 80% où la langue maternelle c'est pas le français. Donc, mais c'est des ayants droit. Et ce qui m'intéresse, c'est si vous avez calculé le seuil limite où on peut bien intégrer des jeunes dont le français, c'est pas la langue maternelle, dans un milieu francophone pour qu'ils développent cette identité-là. En ce moment, c'est extrêmement difficile parce qu'ils sont majoritaires dans un milieu où le français ratatine. Et les arts et la culture aident beaucoup. Notre centre culturel fait ça énormément. Puis ça aide. Mais on est en train sérieusement d'examiner c'est quoi le seuil limite au-delà duquel il n'y aurait plus de place pour les enfants qui ne parlent pas français, puis on les enverrait dans d'autres garderies, mais là, on travaille là-dessus. Malheureusement, je ne peux pas répondre à cette question-là sur le seuil limite. Ces débats-là, je sais que moi, je suis acadienne. Ils ont eu lieu dans certaines écoles, à savoir qu'est-ce qu'on fait avec les ayants droit. C'est des débats récurrents qui reviennent. J'ai l'impression que je ne remets pas en question les chiffres. Les chiffres sont là. On peut interpréter les chiffres de différentes façons sur
le français, par exemple, qui se perd, etc. Mais qu'est-ce qu'on fait concrètement avec ce discours? Je veux dire que il me semble que plus j'entends ce discours depuis au moins 30 ans, qu'on va disparaître, etc., qu'il y a toujours, qu'on est toujours en train de basculer. Et là, je parle personnellement, hein, je parle pas comme chercheur. Ben, je parle comme chercheur, on peut pas dissocier les deux, mais c'est vraiment le cas. Et il me semble que quand on entretient des discours, un peu comme j'étais fascinée par ce qui se passe à Sudbury, je regardais ça historiquement, puis je me disais, ça c'est fascinant parce que c'est exactement les mêmes années où il y a eu des renouveaux, où il y a eu des prises de conscience, où les poètes ont commencé à nommer la ville, ont commencé à dire des choses, et je me disais, il y aurait des parallèles incroyables à faire entre l'Acadie et Sudbury. Et il me semble qu'on a acquis des institutions depuis ces années-là, et ça c'est fondamental. On voit aussi comme l'attrait pour l'anglais partout. Je veux dire, on le voit en France aussi, à quel point c'est un signe distinctif. Quand on écoute les nouvelles, il y a vraiment énormément de termes qui font partie d'une espèce de distinction identitaire de ce moment-ci de là où on est. Alors, je sais que je réponds très indirectement à la question et même peut-être pas du tout, mais je pense que quand je pense à Passeport, ce qui m'a intéressé dans Passeport, c'est de me dire qu'on pouvait prendre des artistes qui viennent de différents milieux et même pas même, mais les prendre, des gens qui viennent par exemple des groupes d'ayants droit, qui ont du mal parfois à s'exprimer dans la langue, mais de leur donner cette place-là, et que d'autres peut-être vont regarder ça et vont peut-être avoir l'envie d'élargir leur répertoire. On ne peut pas demander aux gens de toujours choisir, ils ne vont pas nécessairement choisir le français s'il n'y a pas une utilité à ce français-là. La place du français, elle est vraiment liée à une utilité au quotidien. Donc, il y a des gens qui me disent pourquoi les immigrants ils choisissent l'anglais. Ben, je leur dis, si vous arrivez dans un pays où la langue est majoritaire, laquelle vous allez apprendre? Ben, je me dis, si des ayants droit ou des gens qui ont du mal avec le français peuvent donner, je ne sais pas moi, une présentation dans leur français à eux, qui peut être boiteux, mais il me semble que l'enseignant, à ce moment-là, aurait dans les mains un outil extraordinaire pour discuter de ces situations-là. Je trouve qu'on ne discute pas assez de comment ça fonctionne, que la langue n'est pas innée. Je n'ai pas eu le temps d'en parler tout à l'heure. L'identité non plus. On sait très bien depuis longtemps que ce n'est pas un concept, ce n'est pas quelque chose d'inné, c'est quelque chose qu'on acquiert selon différents paramètres, des désirs, des utilités, de tout ça. Donc, c'est peut-être hyper idéaliste ce que je dis, mais j'y crois fondamentalement que si on laisse une place, si on leur donne l'espace pour se dire dans ce qu'ils sont, avec les moyens qu'ils ont, et en même temps en montrant qu'il faut dépasser cet élément-là, qu'il faut justement, c'est pour ça que je parlais de l'école et de Camus, ça m'a toujours frappé, dans le sens que l'école a aussi quand même un devoir de donner un français qui va ouvrir les portes à ces personnes. Mais en tout cas, c'est ça. C'est peut-être que j'étais complètement à côté, mais c'est un peu la réponse que je peux vous donner. Mais je n'ai pas de seuil critique. Je ne sais pas. Je le cherche, c'est un enjeu majeur. Fiston qui est pas loin, qui me dit, Papa, je pense qu'on est vraiment 3 francophones dans notre classe au secondaire. Ouais. Puis, quand il dit ça, ça m'intéresse de savoir qu'est-ce qu'il veut dire par ça. Ben, c'est que à l'école, vu que c'est très passif, hein, la scolarisation, il y a des enfants qui vont parler 30 secondes par jour. Puis là, les conseils scolaires viennent de s'en rendre compte. Ils ne parlent pas assez. Donc, ils comprennent tout ce qu'on leur dit. Donc, il y a une limite tragique par rapport à l'engagement. Et la partie que vous offrez avec Passeport, c'est la partie, ça, c'est une clé importante du casse-tête. Mais l'autre clé, c'est vraiment la pédagogie, puis les seuils de masse critique. Parce que finalement, les enfants, ils cherchent à se reconnaître. Puis si tu es rendu à 80% de jeunes qui n'entendent pas le français à la maison, il se fie sur les 20 autres pourcents. Il y a comme un déséquilibre qui s'est installé, puis je n'ai pas la solution. Mais j'essaie de voir comment on peut faire ça en garderie, parce qu'on a plus de chance. Oui. Merci.